Ce soir, on est ensemble sur donc les ressorts de la motivation. Donc les ressorts de la motivation. Bienvenue à tout le monde. C'est pas toujours simple de se rendre disponible, voilà, même quand on est chez soi et entre 8h et 10h. Donc, comme ce que j'ai dit à la dernière fois à la conférence, je vous invite déjà à vous féliciter d'être là, d'avoir pris ce temps, parce que ça montre que vous avez envie d'œuvrer pour vous, pour votre famille, pour les liens qui vous sont chers, et vous pouvez vous en féliciter. Peut-être juste pour se dire un petit peu comment on va fonctionner. On est en mode atelier, donc du coup pour moi, ça veut dire qu'il y a plus de flexibilité. Côté pratique, donc certaines ont mis des caméras. C'est optionnel, voilà. C'est bien plus agréable quand je vois vos visages, évidemment. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous pouvez pas, pour plein de raisons diverses et variées, il n'y a pas de souci. S'il y a des moments où vous avez besoin d'éteindre la caméra et de la remettre, sentez-vous libre de le faire. Les micros, on n'est pas très nombreux, donc on peut les laisser ouverts. Sauf si on voit qu'il y a des bruits parasites. Dans ce cas-là, je vous invite à les fermer. Mais sinon, si vous avez envie de poser une question, de m'interpeller, de dire, ah, tiens, ça résonne pour moi, et dans telle situation, qu'est-ce qu'on peut en dire, etc., n'hésitez surtout pas à prendre la parole. D'accord? L'idée, c'est qu'on soit dans un échange, dans une réciprocité. Voilà. J'ai prévu un certain nombre de choses. Si je vais pas au bout de ce que j'ai prévu, c'est pas grave. La priorité pour moi, c'est vous, puisque vous êtes présents. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger sur le thème de la motivation qui nous réunit ce soir, mais tout en accueillant aussi vos besoins et en partant aussi de vous. Voilà. Donc la première question du coup que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont vos besoins à vous en arrivant ce soir pour ce temps de partage autour de la motivation en notre compagnie? Et puis, en quoi cet atelier vous fera dire qu'il sera utile pour vous quand on sera rendu à 10h tout à l'heure? Donc, soit vous pouvez prendre le micro et parler, soit vous pouvez l'exprimer dans le chat, comme vous voulez. Mais c'est important pour moi de partir de vos besoins pour ce soir. Alors, j'espère que ce que j'ai prévu ce soir va donner des éclairages. Encore une fois, n'hésitez pas à intervenir, me couper, poser des questions. On est vraiment l'idée, c'est d'être dans l'échange, vraiment. C'est ça mon intention. Alors, pour les personnes qui n'étaient pas à la conférence, peut-être, mais si vous avez vu en replay, vous savez, je vais passer vite, mais donc je suis conférencière, formatrice et professionnelle de l'accompagnement dans le domaine de l'éducation et du mieux-être au travail. Et je me suis formée à un certain nombre d'approches. Voilà, et puis je continue encore à me nourrir de plein d'outils divers et variés. C'est ce que je disais la dernière fois en conférence, j'ai pas de dogme particulier. Voilà, je pars du principe que de toute façon, chaque enfant est unique et qu'il n'y a jamais de baguette magique, il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a juste des réflexions, il y a des pistes, il y a des leviers qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien. Des fois, il y en a qui fonctionnent dans certaines situations, pas dans d'autres. Voilà, tout ça est complexe. Donc, l'idée, c'est plutôt d'apporter des éclairages, des pistes qui nous font grandir dans notre parentalité, entre autres, en tout cas pour les sujets qui nous concernent ici. Euh, bah, vous savez, en tout cas pour celles et ceux qui étaient à la conférence ou qui l'ont revu, j'aime bien quand même poser des questions, vous faire interagir, vous faire participer. Donc, je vais vous inviter là dans le chat à indiquer entre 1 et 10 votre niveau de motivation à être présent ce soir. Si vous devez le situer sur une échelle de 1 à 10, où vous situez-vous? Donc, Donc, c'est évidemment. 10. Euh, j'ai vu 8, j'ai vu 9, 8,75, 7, 9. Ok, donc là, on voit qu'on est quand même sur des niveaux de motivation relativement élevés, puisque en tout cas, je ne crois pas avoir vu de chiffres en dessous de 7. Ok. Donc, intéressant. Euh, Gardez ça en tête, et puis je vais y revenir par rapport à ce qu'on va voir après. Euh, Si je vous dis le mot motivation, qu'est-ce qui vous vient en tête comme mot? Qu'est-ce que vous pourriez associer? N'hésitez pas aussi à dire les mots à l'oral. Quoi d'autre? Envie, joie, objectif, défi, libération, énergie, moteur, sentiment de compétence, importance de la tâche, contrôle, variable, plaisir, actif.
Ok, super. Merci pour tout ça. Alors, on va voir de manière un peu plus précise qu'est-ce qui retourne de la motivation, mais avant ça, j'avais une petite réflexion à vous demander. À votre avis, est-ce que les punitions et récompenses, ça marche? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et du coup, moi, j'avais envie de faire le lien avec ce que j'avais partagé notamment à la conférence la semaine dernière. Vous savez, ce fameux phare. Je vous avais posé la question, qu'est-ce que vous souhaitez le plus pour vos enfants? Et j'ai repris ce qui a en tout cas été dit au moment de la conférence. Il y avait écrit trouver leur place, être heureux, être épanoui, être indépendant, apaisé, libre, en confiance, responsable, qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils vivent toutes leurs émotions, qu'ils prennent part à la société. Euh, Ça, c'était un petit peu ce qui était ressorti et c'est le phare, en tout cas, la direction dans laquelle on veut amener le plus possible nos enfants. Et effectivement, la question, c'est de se demander si est-ce que du coup les punitions et récompenses, eh bien, alimentent ou en tout cas vont dans la direction de ce phare ou pas. En général, non. Hein, surtout pour les punitions. Certaines punitions peuvent fonctionner avec certains enfants à court terme, hein, mais effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est de se dire bah, qu'est-ce que ça amène chez l'enfant en termes de sentiments, de ressentis, qu'est-ce qu'il pense de son parent et qu'est-ce que ça lui donne envie de faire. Hein. En général, ça va rarement dans le sens du phare qu'on partageait la dernière fois. Pour ce qui est des récompenses, effectivement, ça peut parfois fonctionner. Euh, il y a pas mal de chercheurs qui, en tout cas, recommandent, lorsqu'on donne des récompenses, que ce soit utilisé de manière inattendue et a posteriori. Donc, que ce soit pas la carotte, hein, le fais ci et si tu fais ça, tu auras. C'est l'idée que à partir du moment où il y a quelque chose qu'on attendait, c'est fait, et ben on récompense, mais sans que ce soit prévu à l'avance et ce soit une fois que ce soit fait. Là, ça peut être quelque chose qui peut être utile. Et après, c'était quand même dans l'idée de ne pas privilégier les récompenses matérielles, mais plutôt non matérielles, et de pouvoir aussi donner une information utile, donc d'être plutôt dans la valorisation et l'encouragement en guise de récompense, hein, ce qui est quand même différent. Alors, si je parlais pas de punition, mais en tout cas, il peut y Non, avoir des conséquences sur les ouais. comportements. Hein. Mm. La punition a vraiment un côté euh, un côté de revanche. Il y a un côté, quand on parle de Ah, punition, de vouloir faire mal à l'autre. Il y a un ah, côté de je veux que l'autre souffre parce que parce qu'il n'a pas répondu à certaines attentes. Ou il y a ce caractère-là. Alors après, on peut débattre et peut-être d'autres personnes y mettront autre chose. oui. Mais quand on parle de punition, il y a quand même cet aspect un peu bourreau, quoi. Donc je parlais plutôt oui, de conséquences. Vraiment en lien avec l'autonomie sur le fait que à partir du moment où l'enfant fait un certain choix, et ben certains choix peuvent amener certaines conséquences. Hein. C'était plutôt par rapport à ça. Alors, si on avance sur la motivation, il faut savoir qu'il existe plus d'une centaine de théories de la motivation. Ça, je pense, que je l'avais dit aussi la dernière fois. Euh, dans le champ, en tout cas, dans lequel moi j'œuvre, je me repose beaucoup, en tout cas quand on travaille dans le champ des compétences psychosociales, nous, on a pris le parti d'utiliser la théorie d'autodétermination de Deci et Ryan, que j'ai aussi mentionné lors de la conférence. Et donc là, je vais y revenir de manière un peu plus spécifique. Et puis, on a la chance aussi, ça, j'ai pas forcément dit, je crois, dans la conférence, que je pouvais pas tout dire, mais on a la chance d'avoir un chercheur français qui s'appelle Fabien Fenouillet. Et qui travaille sur la motivation. Et voilà, on n'a pas toujours beaucoup de chercheurs reconnus en France, donc quand on en a, on les valorise. Et donc, il a notamment écrit un ouvrage qui s'appelle Motivation et réussite scolaire aux éditions Duno, si ça vous intéresse. Et donc, ce qui est mis en avant ici pour la motivation, il l'explique comme un ensemble de mécanismes biologiques et psychologiques qui permettent le déclenchement de l'action, l'orientation vers un but,
ou à l'inverse pour s'en éloigner. Et enfin, l'intensité et la persistance. Plus on est motivé et plus l'activité est grande et persistante. Donc, il y a vraiment ce côté, effectivement, pour rejoindre les mots que vous avez cités tout à l'heure, moteur, le fait de déclencher l'action, le fait d'être actif, hein, on est vraiment dans ce déclenchement de l'action. Vous aviez aussi parlé d'objectif, hein, donc c'est vraiment lié à l'idée d'orientation. Et puis l'intensité de la persistance, hein, dans cette idée de, à partir du moment où j'active ma motivation, je vais pouvoir davantage atteindre et persévérer, hein, pour justement mettre en que mon objectif devienne réel et qu'il soit atteint. C'est ce qui est important aussi, c'est que c'est une force interne et que cette force interne, elle va du coup avoir des déterminants de l'ordre de l'interne et aussi de l'ordre de l'externe. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils distinguent en général la motivation intrinsèque, hein, et la motivation extrinsèque. D'accord? Donc ça, c'est une distinction qui est assez courante dans pas mal de littérature, dans cette idée que la motivation intrinsèque, c'est celle qui vient de nous-mêmes. Et quand on est motivé de manière intrinsèque, c'est que notre intérêt, il est pour l'activité elle-même. On n'a pas besoin d'un facteur externe pour nous mettre en action, nous mettre en mouvement. Quand on parle de motivation extrinsèque, là, c'est un déterminant externe, hein, qui va nous mettre en mouvement et qui va nous permettre de nous motiver, hein, de nous mettre en action. Et puis, il y a aussi un autre modèle qui s'appelle celui de la motivation d'accomplissement, qui peut être aussi intéressant d'ailleurs, notamment sur le territoire dans lequel vous êtes, puisque très lié à la question du sport de haut niveau, avec pas mal de compétitions. Donc là, c'est but de maîtrise versus but de compétition. Quand on est dans les buts dits de compétition, eh bien, il y a vraiment cet aspect que l'individu doit faire mieux que les autres, ou voire aussi bien qu'eux, mais avec moins d'efforts. Il est dit que le sentiment d'habileté, il est subordonné à des critères externes, et du coup, la performance et l'effort sont manifestés par les autres, et il y a surtout ce processus de comparaison normative avec un groupe de pairs. Donc, quand on est dans ce but de compétition, il y a vraiment cette idée d'une comparaison, euh, mais qui n'est pas forcément saine, puisque ça va être je me compare pour faire mieux que l'autre. Voyez. Quand on est dans le but de maîtrise, on est dans les expériences d'apprentissage, dans cette idée que eh bien, je vais m'activer et me mettre en mouvement dans l'objectif de faire des progrès, de maîtriser les choses petit pas par petit pas. Mais ce qui va vraiment me mettre en mouvement, c'est cette notion d'effort, cette notion de progression pour atteindre les objectifs que je me donne. Euh, celle qui va être la plus bénéfique pour notre santé, notre bien-être, à votre avis, c'est quel but? Hein, maîtrise. C'est effectivement très lié aussi aux travaux de Carol Dweck, hein, Mm. sur l'état d'esprit, le mindset, Mm. où effectivement, ce qui va permettre d'être dans un état d'esprit beaucoup plus constructif, dans un état d'esprit dit de développement, de croissance, ça va être un état d'esprit qui va être focalisé davantage sur les progrès, sur les efforts, plutôt que sur les résultats en tant que tels. Et en redisant ça, ça me fait penser à l'histoire d'un nageur, alors je ne sais plus de quelle nationalité il était, qui était en admiration devant un grand champion, qui lui a fait beaucoup d'efforts, a énormément travaillé pour atteindre un certain niveau et qui s'est retrouvé en compétition, alors je ne sais plus si c'était aux Jeux Olympiques ou en championnat du monde, et qu'il était justement dans le même bassin en compétition avec la personne qui l'inspirait depuis toujours. Et à un moment donné, quand il nageait, il a regardé où en était euh, la personne contre qui il compétitait, qui était sa source d'inspiration à l'origine. Et le fait d'avoir tourné la tête, elle lui a fait perdre quelques centièmes de seconde et l'a fait perdre.
Et donc, ce que je trouve très intéressant, c'est de montrer que c'est sa comparaison et donc ce but de compétition qui finalement l'a amené à la défaite. Alors que s'il s'était concentré sur ses efforts, ses capacités, ses compétences, son objectif, sans regarder et se comparer à d'autres, il aurait gagné. Donc, je trouve ça assez éclairant pour illustrer la différence entre but de maîtrise et but de compétition. Ça va là-dessus? Euh, alors, bon, j'aime bien aussi partager des petits outils au fur et à mesure qu'on avance. Et puis, j'ai aussi une autre casquette et la chance et le privilège de faire partie de l'équipe de formation de Scolavi. Donc, Scolavi étant une association qui œuvre au développement des compétences psychosociales et qui développe beaucoup d'outils et de ressources en accès libre et gratuit. Donc, en voilà un que je trouvais assez intéressant, justement en lien avec la question des buts et des objectifs. Et puis, ça peut répondre à quelques demandes et quelques besoins exprimés au tout début, de pouvoir formuler un bon objectif. Souvent, on entend parler des objectifs SMART, hein. Là, nous, on a créé l'acronyme, enfin Scolavi, je dis nous, mais Scolavi a créé l'acronyme PRAY. Mais ce que je trouve intéressant dans cet outil, c'est surtout les bonnes questions à se poser qui Mhm. permettent d'affiner justement l'objectif qu'on peut avoir. Donc là, l'idée, c'est que l'objectif, il soit précis. Et donc, pour s'assurer qu'il soit précis, eh bien, je vais me poser comme question, est-ce que mon objectif est suffisamment clair et spécifique? C'est important qu'il soit personnel, qu'il vienne de moi. Donc, est-ce que l'objectif vient de moi ou est-ce que c'est un souhait de mon parent que, du coup, je subis, mais qui ne vient pas de moi? À partir du moment où ça vient pas de moi, c'est déjà beaucoup plus difficile de s'engager et de se motiver. Est-ce qu'il est formulé de façon affirmative, puisque c'est important qu'il soit positif? Réaliste, évaluable, temporel. Je vais pas aller dérouler tout l'outil, mais je trouvais ça intéressant à partager. En tout cas, voilà, vous le retrouvez sur le site internet de Scolavi, scolavi.fr, si vous voulez l'utiliser, notamment, je pense aux ados, sur les questions d'orientation professionnelle, ça peut être un outil intéressant. Voilà. Puis là, c'est une autre façon de le présenter, parce on aime bien les petites métaphores. Donc, il avait été fait la marelle de la motivation. C'est le même principe, mais présenté autrement. Mhm. Autre chose que je voulais amener sur la motivation, c'est bien sûr faire le lien avec notre cerveau, parce que, eh bien, il faut savoir que c'est grâce notamment à la dopamine, hein, que on va activer notre motivation. La dopamine étant aussi l'hormone de la récompense, hein, qui active le circuit de la récompense. Et la dopamine, c'est vraiment la molécule qui va nous donner l'élan, qui va nous donner la joie de vivre, qui va nous permettre d'entrer en action. Et un point important, c'est qu'elle est sécrétée, en tout cas, la sécrétion de la dopamine est favorisée par l'ocytocine, et ça va plaire à Marianne, puisque l'ocytocine, c'est la molécule phare de l'attachement, hein, du Mhm. contact affectif, hein. Donc, plus je suis dans l'attachement, dans le contact affectif avec mes enfants, plus j'ai de chances de faire sécréter dans leur corps de l'ocytocine. Et s'il y a de l'ocytocine, ben, ça va favoriser davantage aussi la dopamine. Petite parenthèse pour les enfants ayant des particularités comme notamment le fameux TDAH, hein. Il faut savoir que euh, le fonctionnement du cerveau pour les personnes qui vivent avec le TDAH fait que la transmission de la dopamine est dysfonctionnelle. Et c'est pour ça que ce sont des enfants et aussi parfois des adultes qui ont du mal à se motiver, sauf pour des choses qui les motivent particulièrement, où là, ils vont être très, très, très motivés et parfois trop motivés ou surmotivés. Parce que là, la dopamine, elle marche à plein régime. En revanche, quand ça n'intéresse pas, eh ben, pour aller activer la motivation chez les loulous qui vivent avec le TDAH, c'est beaucoup plus challenge, hein. Et c'est pour ça qu'on voit qu'à l'école, bah, des fois ils sont engagés, des fois ils ne le sont pas. Et quand ils ne le sont pas, ils ne le sont vraiment pas, hein. Donc ça, c'est important d'avoir en tête que ce qui se passe dans notre cerveau, ça joue aussi sur notre motivation.
j'ai envie de vous demander, vous, ben, de compléter cette phrase. Je me sens motivé quand? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Je me sens motivé quand? Quand êtes-vous motivé? Quand je suis sous pression, quand je suis amoureuse, quand je me réveille, quand je sais que l'action aura un impact positif, quand je partage des choses avec les autres, quand je suis au pied du mur, quand ça répond à mes valeurs, quand je suis arrivée au terme du possible de ma procrastination, quand j'ai un objectif. Ok, super. On va se garder ça sous le coude. Alors, je vous le disais, je voulais moi faire le focus sur la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan que vous voyez en photo ici. Et donc, c'est ce que j'avais partagé en conférence la dernière fois, mais je voudrais qu'on aille un tout petit peu plus loin là-dessus ce soir, sur les 3 besoins psychologiques fondamentaux qui viennent de cette théorie de C. et Ryan. Pour eux, eh bien, pour activer la motivation dite autonome, et on va voir ce qu'on entend par motivation autonome, mais pour activer la motivation autonome, c'est important de nourrir les 3 besoins psychologiques fondamentaux que je vous avais présenté la dernière fois. Le premier besoin psychologique fondamental étant le besoin de l'autonomie. Donc, cette capacité, souvenez-vous, on en a beaucoup parlé la dernière fois, l'autonomie, cette capacité à faire des choix, capacité à prendre des initiatives, capacité à pouvoir agir par soi-même, pour soi-même, hein, de ne pas avoir de choix imposés. Hein. Le besoin de proximité sociale, donc de se sentir en lien avec les autres. Donc ça fait écho à un des éléments que vous avez noté dans le chat, je crois, quand je partage des choses avec les autres, par exemple. Et le dernier, c'est le besoin de compétence, le fait de se sentir capable, le fait de se sentir en maîtrise. Hein. Tout ça, c'est lié au besoin de compétence. À partir du moment où ces 3 besoins-là, ils sont satisfaits, nourris, eh bien, ça donne beaucoup plus de chances, voire toutes les chances, de pouvoir activer la motivation intrinsèque. Petite structure pour partager une citation que j'aime beaucoup de Philippe Sarrazin, qui nous dit que tout comme la plante prospérera si les 3 nutriments fondamentaux que sont le soleil, la terre et l'eau sont présents, l'homme connaîtra le bien-être et se développera de manière harmonieuse si ces 3 besoins psychologiques d'autonomie, de compétence et de proximité sociale sont satisfaits. Donc, c'est dire l'importance de pouvoir les nourrir. Alors, ici, on est entre parents et voilà quelques peut-être réflexions qui peuvent vous encourager ou en tout cas amener plus de compréhension qu'il y a derrière chacun de ces besoins. Et j'en ai ajouté un, vous allez voir à droite, mais qu'on peut relier à celui d'autonomie. Besoin de compétences, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que le jeune ou mon enfant, il se sent suffisamment encouragé? Est-ce qu'il mesure ses progrès? Ou est-ce que je mets moi en valeur suffisamment ses progrès? Comment sait-il qu'il réussit? Est-ce qu'on lui pose la question de qu'est-ce qui t'a permis là de réussir? Ou qu'est-ce qui t'a permis là de faire un peu mieux que la dernière fois? Qu'est-ce qui t'a aidé à ça? Donc vraiment peut-être dans les questions de curiosité et vous posez aussi ces questions parce que ça peut être derrière des leviers sur lesquels vous pouvez agir pour améliorer la situation. Besoin de proximité sociale, est-ce que le jeune il peut échanger, travailler avec ses pairs? On sait que l'apprentissage entre pairs est très efficace. Et est-ce que son besoin d'appartenance est satisfait? Est-ce que il se sent bien avec ses camarades de classe, avec ses camarades dans le collège, dans ses activités périscolaires? Est-ce que ses camarades sont soutenants ou est-ce qu'au contraire on est dans la compétition de manière assez importante et qui peut justement affecter ce besoin de proximité sociale parce que peut-être qu'il peut se sentir discriminé, exclu, ou en tout cas que son besoin d'appartenance, il est affecté. Donc ça peut jouer aussi sur la motivation. Le besoin d'autonomie, on en a parlé la dernière fois, est-ce qu'il peut faire des choix, est-ce qu'il peut prendre des initiatives? Et puis le besoin de compréhension qu'on peut relier aussi au besoin d'autonomie. Là, c'est la question du sens, vous en avez parlé aussi tout à l'heure. Le sens de l'école, à quoi ça sert?
qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice, en quoi ça peut lui être utile. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent aussi apporter des éclairages et qui peuvent participer aussi à nourrir pour une part le besoin d'autonomie. Et puis, ça aussi, je vous l'avais montré la dernière fois. Donc c'est ce qu'on apprécie justement dans cette théorie, c'est ce fameux continuum, hein, qui montre que, eh bien, à partir du moment où les trois besoins sont satisfaits, eh bien, on va être plutôt dans une motivation donc dite autonome, alors que si au contraire, le besoin d'autonomie, de proximité sociale, de compétences, eh bien, ils sont entravés, ils ne sont pas suffisamment nourris, pas suffisamment satisfaits, eh bien, on va avoir une motivation qui est dite contrainte et qui peut entraîner de la démotivation, hein, ce que eux appellent la motivation. Et donc, on avait vu ensemble différents exemples pour illustrer justement ces différents types de motivation. Je vais reprendre l'exemple rapidement pour les personnes qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas vu le replay, mais donc la motivation, on est dans l'absence de motivation à réaliser l'activité. Et donc, j'avais pris l'exemple de faire du sport, hein, puisqu'on est sur un territoire sportif en Ah oui, Tarentaise. Donc, on se dirait, ben, le sport et moi, ça fait deux, hein, il n'y a pas d'intérêt. Donc là, je suis dans la motivation. Motivation externe, hein, l'individu, souvenez-vous, il va s'engager pour obtenir ou éviter des résultats externes. Donc là, on est de l'ordre de la récompense et de la punition. Donc, je vais faire du sport pour éviter les reproches de mon médecin ou pour éviter les critiques de mes camarades ou pour éviter une sanction. D'accord? Donc là, je suis dans la motivation externe. Introjecté, l'individu, il s'engage par culpabilité, par honte ou approbation sociale. C'est quelque chose qui vient de lui, mais c'est un sentiment qu'il ressent. Mais c'est une émotion qui est plutôt désagréable et qui n'est pas forcément bonne pour notre santé. Donc lui, il va faire du sport parce qu'il veut pas avoir l'air nul vis-à-vis de ses camarades qui en font plus qu'eux. On parlait de la comparaison tout à l'heure. Et donc là, ce qui va justement motiver, c'est la comparaison sociale, parce que sinon, il va se sentir trop nul par rapport à ses camarades. Donc là, on est sur une motivation qui est plutôt contrainte. Quand on est dans la motivation autonome, ça va être plutôt la motivation identifiée. Donc là, on est sur le fait que l'individu s'engage parce qu'il identifie certains buts liés à cette activité. Donc, en faisant du sport, ben, je prends soin de ma santé et prendre soin de ma santé, ça compte pour moi. Donc là, on est dans la motivation identifiée. La motivation intégrée, ça va être que l'individu s'engage dans l'activité parce que c'est en adéquation avec ses valeurs et son identité. Je suis quelqu'un de sportif, donc pour moi, ça fait sens que je fasse du sport. C'est une valeur interne qui est importante pour moi. Et enfin, intrinsèque, c'est quand l'individu fait l'activité parce qu'elle est agréable en elle-même. Donc, c'est vraiment pour le plaisir de faire l'activité. Donc, j'ai plaisir à courir, j'ai plaisir à faire du tennis, j'ai plaisir à faire du ski, j'ai plaisir à faire de la randonnée. Et par exemple, de pouvoir observer le paysage quand je fais de la randonnée. Et là, je suis dans la motivation intrinsèque. Donc, plus je vais nourrir ces trois besoins psychologiques fondamentaux que sont le besoin d'autonomie, de compétence et de proximité sociale, plus je vais aller activer les motivations du coup autonomes. Donc, on a tout intérêt quand même à aller nourrir ces trois besoins. Juste quelques éléments de recherche pour celles et ceux que ça intéresse, mais ce que montre la recherche, c'est qu'un comportement autonome, ça engendre quand même pas mal de choses plutôt sympas, puisque ça amène une plus grande créativité, ça amène une estime de soi plus élevée, ça amène plus d'émotions positives, ça génère des relations positives beaucoup plus favorables, une meilleure satisfaction, une meilleure confiance et de manière globale un accroissement du bien-être physique et psychologique. Donc c'est vrai qu'on a tout à y gagner à pouvoir être dans cette posture de veiller hein, à nourrir ces trois besoins psychologiques fondamentaux. Alors voilà quelques éléments aussi qui peuvent justement susciter la motivation des enfants. Et puis ce que je trouve aussi intéressant, pardon, j'y reviens, mais dans cette théorie, c'est que, et c'est une autre question peut-être que j'ai pour vous, est-ce que finalement on peut nous motiver quelqu'un? Est-ce que je peux motiver moi quelqu'un?
Ouais, ok. D'autres partages peut-être là-dessus? Donc, en fait, ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que on peut pas motiver la personne, parce que la motivation lui appartient. La seule chose qu'on peut faire, c'est de créer les conditions favorables pour que la motivation s'active. Mais je peux pas, c'est pas comme Pinocchio que j'active, quoi, hein, la marionnette. Ça marche pas comme ça. Je peux pas activer la motivation de quelqu'un. La seule chose sur laquelle moi j'ai un pouvoir d'agir, c'est les conditions, l'environnement que je peux peut-être faire évoluer dans un sens ou dans un autre, en tout cas, qui soit plus favorable pour activer la motivation. D'accord? Et même avec ça, c'est pas toujours garanti puisque ben, on l'a vu, on est dans un écosystème. Nous, il y a l'accompagnement des parents, mais il y a aussi ce qu'ils vivent à l'école, ce qu'ils vivent avec les proches, ce qu'ils vivent dans d'autres sphères sociales. Donc, tout ça, ça influence aussi. Hein. Donc, il n'y a pas que nous. Donc, même si nous, on essaye de faire au mieux, des fois, c'est pas toujours suffisant, évidemment. Hein. Euh, alors, qu'est-ce que on peut faire en tout cas qui peut favoriser, mais sans que ce soit une baguette magique non plus, hein. C'est important de pouvoir responsabiliser l'élève en lui permettant de faire des choix. Là, je suis dans le cadre scolaire parce que ça, c'est des sources qui viennent d'un document lié à la scolarité, hein, mais c'est évidemment valable en dehors de l'école aussi. Donc, responsabiliser l'enfant pour lui permettre de faire des choix. Et là, je nourris le besoin d'autonomie, D'autonomie. hein. De pouvoir comporter des consignes claires. Qu'est-ce que j'attends de manière clair, hein, qui permet de donner quelque part un cap, un objectif. Hein. Donc là aussi, ça nourrit quelque part le besoin d'autonomie, mais plus sur la question du sens. Hein, mais au moins, je donne un cap, hein, ce qui peut permettre d'activer un peu plus l'autonomie, parce que c'est bien l'enfant ou l'élève qui va euh, prendre le choix de se diriger vers ça ou pas. Permettre à l'élève d'interagir et de collaborer avec les autres. Donc là, on est sur quel besoin? Proximité sociale. Oui. Hein. Être authentique et signifiant aux yeux de l'élève. Donc ça, c'est l'activité. Hein. Il faut qu'elle soit authentique et signifiante aux yeux de l'élève. C'est ce qui va lui permettre, lui, de pouvoir plus facilement se mettre en mouvement. Donc là, c'est plutôt lié à la question de la valeur. Hein. Donc là, ça peut être relié aussi aux besoins d'autonomie. Représenter un défi pour l'élève. Hein. Donc là, ça peut être lié aux besoins de compétences. Hein. Parce que si j'ai un défi et que je me sens en capacité de relever le défi, hein, je suis dans un relié aux besoins de compétences. Vous avez compris le principe. Ça va? Je voulais faire un autre focus avant d'aller sur un thème qui je devrais, je pense, vous parler en tant que parent, sur le concept de flow. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. C'est souvent ce que ressentent, pour ça que j'ai mis la photo d'un musicien, c'est souvent ce que ressentent les musiciens. C'est aussi ce que peuvent ressentir les sportifs de haut niveau, par exemple. Mais le flow, on peut le ressentir aussi sans forcément avoir de talent particulier ou de vocation particulière. On peut le ressentir aussi en faisant du jardin. On peut le ressentir en animant une conférence. On peut le ressentir dans un accompagnement qu'on fait avec un jeune si on est orthopédagogue ou qu'on utilise la pédagogie positive. Hein. Donc, le flow, il y a plusieurs caractéristiques. Vous les voyez ici. Il y a cette idée que quand je suis dans un état de flow, eh bien, il y a une altération du temps. Donc, je ne vois plus le temps passer. Mon attention, elle est très focalisée. Donc, je suis très concentrée, je suis très focalisée. Je suis un peu comme dans une bulle, vraiment à fond dans la tâche, dans ce que je fais. Hein. Il y a la sensation d'exercer un contrôle, évidemment, sur l'activité. On est quelque part un peu en perte de conscience de soi, en perte de conscience du temps. Et puis, un aspect important, évidemment, c'est que ça amène du plaisir. Ça suscite des émotions agréables. Hein. Donc oui, un musicien, bah, il peut ressentir ça, mais comme je disais, en faisant du jardinage, en cuisinant une recette de cuisine qu'on aime bien, on peut être dans le flow. Hein.
pour aller un petit peu plus loin, là, vous voyez le diagramme que je trouve assez intéressant sur cette question du flow, c'est que c'est en fonction du niveau de défi et en fonction du niveau de compétence. OK? Sachant que chaque élève, chaque enfant va se sentir plus ou moins en compétence. Et du coup, bah, en fonction du défi et son niveau de compétence, on va créer soit de l'ennui, soit de l'excitation, soit de l'angoisse ou de l'inquiétude, hein. Et c'est là où ça peut être intéressant aussi avec son enfant de se dire, ben, si je vois qu'il y a de l'ennui, de l'apathie ou de l'inquiétude ou de l'angoisse, c'est que ça peut me permettre de voir si le besoin de compétence il est affecté ou pas, ou si le défi peut-être il est trop important ou pas suffisamment à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. Euh, le flow, donc c'est cette expérience optimale. Si on prend par contre les sports extrêmes, parce que il y a toujours, quand on fait dans les domaines de la recherche, l'important c'est toujours de voir dans quelles conditions ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Donc la recherche, elle met en avant quand même que l'état de flow amène de meilleures performances, de la créativité, améliore l'estime de soi, permet de la réduction du stress. Donc ça a évidemment des intérêts assez bénéfiques. Euh, dans certaines situations, ça peut être par contre contre-productif, et notamment dans les sports extrêmes, où justement les sportifs de l'extrême vont chercher à être dans cet état de flow qui va devenir quelque part addictif et à aller toujours chercher du coup ce qui va leur permettre d'aller plus loin, hein. Donc là, c'est important aussi à avoir en tête parce que voilà, si on est que dans l'état de flow tout le temps, ben c'est pas forcément non plus sain pour notre bien-être, au contraire. Donc Après, c'est oui, c'est des années d'expérience et d'entraînement, effectivement. Donc c'est Mihai Csikszentmihalyi, voilà, qui est d'ailleurs décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Mihai Csikszentmihalyi, qui a travaillé de nombreuses années sur ce concept de flow. Alors, ici, j'ai mis un petit tableau un peu récap. Ça vient d'un ouvrage de Martin Krum et Ilona Boniwell qui ont écrit un bouquin qui s'appelle Pour des ados motivés, hein, qui met en lumière les apports de la psychologie positive, qui est un bouquin plein de ressources, très chouette, avec beaucoup d'éclairage. Je vous le recommande. Et donc, ils ont fait ce petit tableau que je trouvais intéressant à partager pour montrer ben, qu'est-ce qui est préférable de privilégier par rapport à ce qu'il vaut mieux éviter pour nourrir les besoins. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont ajouté aussi cette question liée à l'état de flow. Donc, sur le besoin d'autonomie, ben, on l'a vu, hein, on va éviter les punitions et les récompenses. Par contre, ce qui est important de privilégier, c'est le fait de proposer des choix, le fait de donner des explications, parce que ça amène le fait de donner du sens, hein, et de pouvoir aussi identifier les besoins. Sur le besoin de compétences, ben, on l'a vu, hein, éviter la comparaison avec les autres et privilégier plutôt le fait de mettre l'accent sur les progrès, d'évoquer ce qui est maîtrisé et offrir des solutions pour les événements à venir, avoir des attentes claires et mettre l'accent sur les progrès. J'insiste beaucoup là-dessus, même quand le résultat n'était pas celui qui était attendu. Peu importe le résultat, c'est de pouvoir mettre l'accent sur les efforts qui ont été fournis et qui ont permis de progresser. Et s'il n'y a pas forcément eu de progrès ou si minime soit ce progrès, vraiment d'insister sur les efforts. Sur la proximité sociale, ce qui va être à éviter, c'est plutôt les reproches. Et donc, ce qui va être à privilégier, c'est le soutien, l'empathie, l'écoute et être dans un dialogue qui va être constructif. Et dans l'état de flow, ben, c'est là, si le défi il est trop élevé, c'est que ça devient trop difficile. Et dans ce cas-là, il y a le risque d'abandon. Donc, c'est important qu'il y ait des tâches qui soient proposées avec un juste équilibre par rapport à ce que le jeune est capable de faire et la difficulté qu'on lui propose. S'il y a trop de difficultés, eh bien, ça peut le mettre en échec. Alors, après, je sais pas, vous, les établissements, bon, ça dépend des établissements. Il y en a qui, bon, le système de notes est toujours là. Après, dans les écoles primaires, bon, Pronote, elle est plutôt sur le collège, mais les écoles primaires, il y en a qui font des systèmes notamment de ceinture, de systèmes de compétences, par exemple.
Mais oui, bien sûr que le système scolaire, il a plutôt tendance à nourrir les buts de performance, hein, et de comparaison, de compétition, je cherchais le mot, plutôt que les buts de maîtrise, parce que c'est beaucoup concentré sur les résultats et beaucoup moins sur les efforts et les progrès. Mais globalement, on est plutôt dans un système encore, hein, plutôt orienté résultat que effort et progrès. Mais je pense que c'est quand même en train de bouger. Pas aussi vite qu'on le voudrait, mais ça dépend des environnements, ça dépend des profs, ça dépend des états d'esprit d'établissements scolaires. On est d'accord là-dessus. Ouais. D'où l'importance, en tout cas, de pouvoir promouvoir ces trois besoins psychologiques fondamentaux, de pouvoir promouvoir notamment l'état d'esprit de Carol Dweck, qui montre que ce qui a le plus d'effet, c'est de valoriser les progrès et les efforts qui sont fournis plutôt que les résultats. Et plus on va en parler et montrer que ça a des impacts bénéfiques sur les apprentissages et la réussite scolaire, plus ça fera son chemin. Mais on est d'accord qu'il y a encore des postures parentales qui sont effectivement concentré sur les résultats et euh, avec une intention qui est louable et qui est bonne au départ, hein, de la part du parent, et Mhm. qui n'ont pas conscience des effets délétères que ça peut avoir justement et l'impact que ça peut avoir sur justement la motivation des enfants. Moi, le message que j'ai en tout cas envie de faire passer, c'est que malgré le fait qu'il y ait un système de notes, parce que on va pas le changer, en tout cas demain, c'est dans notre posture de parents de pouvoir justement se détacher et de plutôt valoriser les progrès et les résultats. Et moi, j'aime bien aussi euh, partager, enfin, de faire poser la question aux parents, de demander à l'enfant, mais de quoi elle est faite ta note? Que tu aies un 17, un 7, un 3 ou un 20, de quoi elle est faite cette note? Comment tu t'es senti quand tu as fait le travail qui t'était demandé? C'était quoi tes émotions? Est-ce que tu as suffisamment travaillé? Est-ce que tu as fait le travail dans de bonnes conditions? Est-ce que tu avais confiance en toi? Est-ce que tu te sentais en maîtrise? Si l'enfant dit, bah oui, juste avant de faire le contrôle, je me suis vraiment disputée avec ma meilleure amie, j'étais dans tous mes états et quand bien même la jeune fille, elle a révisé, elle a fait des efforts, les émotions rentrent en ligne de compte et peut-être qu'elle n'était pas en état émotionnel pour pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment de se dire de quoi elle est faite la note. Si la note, elle est faite avec des efforts et quand même des progrès, eh ben, c'est ça le plus important. Hein. Et puis, c'est subjectif, une note, hein, d'un prof à l'autre. Il peut y avoir des écarts, évidemment, qui est important dans la façon d'évaluer, etc. Donc, la note en tant que telle, finalement, elle veut pas dire tant de choses que ça, quelque part, si on creuse. Donc, moi, j'aime bien inciter les parents à avoir un dialogue avec l'enfant en disant, OK, de quoi elle est faite ta note? Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que toi, tu es content ou pas? Est-ce que tu penses que tu as assez travaillé ou pas? Est-ce que tu peux faire mieux la prochaine fois ou pas? Est-ce qu'il y a des progrès à faire ou pas? Donc, juste pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu, les freins et les leviers de la motivation, ça fera une petite synthèse hein, de ce qu'on a vu jusque-là. Mais donc, ce qui va bloquer la motivation, on est d'accord que ça va plutôt être le manque ou perte de confiance en soi, le fait qu'il n'y ait pas d'objectif, qu'il y ait des méthodes de travail inappropriées, qu'il n'y ait pas d'émotions positives vécues. Et donc, ce qui va favoriser la motivation, hein, ça va être de pouvoir répondre aux trois besoins psychologiques fondamentaux, de pouvoir activer la notion de plaisir, de faire vivre des émotions agréables aux enfants, aux élèves, de pouvoir aussi activer la confiance en soi, et je vais en dire quelques mots juste après. Ça résume globalement ce qu'on a dit. Je voulais aussi insister sur, encore une fois, j'avais dit en conférence la dernière fois, qu'il faut tout un village pour élever un enfant, et que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand bien même nous, on essaye en tant que parents de mettre des conditions favorables, eh bien notre enfant, il est aussi influencé et impacté par d'autres sphères contextuelles, environnementales, qui peuvent aussi influencer pas forcément dans le sens que nous on souhaite. Hein. Je pense aussi aux activités périscolaires, dans les animateurs, dans les centres sociaux. Ça peut être aussi évidemment les entraîneurs sportifs, etc.
Alors là, je voudrais faire, dans le temps qui nous reste, un petit focus sur le suivi scolaire. Parce que, en général, c'est un point, bizarrement, hein, qui est toujours un peu compliqué pour nous les parents. Enfin, plus ou moins compliqué. Et du coup, la première question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce qui vous motive, vous, à vous impliquer dans le suivi scolaire de vos enfants? Qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer dans le suivi scolaire de vos enfants? Grandir avec, être à leur côté, aider pour s'assurer que ça va le faire, qu'ils soient épanouis dans leur milieu scolaire. Qu'est-ce qui motive le parent à s'impliquer dans le suivi scolaire? Je trouve que c'est une question intéressante à se poser parce que potentiellement, on pourrait avoir tout autre type de réponse. Si on avance justement sur cette question de suivi scolaire, et je voudrais justement aller décortiquer un peu chaque besoin sur ce focus-là. Première des choses quand même que je voulais partager avec vous, c'est ce qu'on partage dans les formations Scolavie, c'est les 4 piliers pour un apprentissage réussi qui viennent d'un chercheur qui s'appelle Stanislas Dehaene, qui lui donc a écrit un ouvrage qui s'appelle Apprendre, et où il décortique justement entre autres ces 4 piliers pour un apprentissage réussi. Et Scolavie en a fait un acronyme qui a été appelé le CARE. Le C pour consolidation, dans l'idée que c'est important de mettre notre cerveau en pause régulièrement pour mieux apprendre. De l'importance du sommeil, parce que c'est quand on dort que on ancre les apprentissages de la journée. C'est pas parce que on dort que notre cerveau il est inactif, bien au contraire, hein, ça mouline encore beaucoup dans notre tête et ça ancre les apprentissages de la journée. Donc prendre soin de notre sommeil, c'est vraiment important. Et puis la répétition fait partie de l'apprentissage. Donc pour consolider les apprentissages, il faut répéter. Donc si en tant que parent, vous avez l'impression de répéter 10 000 fois la même chose, c'est normal et ça fait partie de l'apprentissage. Le A pour attention. Si je ne mobilise pas mon attention, eh ben, je ne peux pas être attentif, je ne peux pas me concentrer et je ne peux pas apprendre. Et donc, nos chers élèves enfants qui vivent avec le TDAH, eh bien, on voit bien les soucis qu'ils ont à être concentrés en classe et être attentifs parce qu'ils ont du mal justement à mobiliser leur attention. Et on voit que ça a des effets sur les apprentissages, sans étonnement, puisque ça fait partie des 4 piliers reconnus par les travaux de Stanislas Dehaene. La rétroaction, c'est le feedback, de donner du feedback, de pouvoir justement valoriser les progrès, les réussites. Ça, c'est important. Ça fait partie aussi des apprentissages. Et d'ailleurs, vous voyez dans les formations e-learning, les formations autonomes ou dans les jeux vidéo, eh ben, il y a du feedback immédiat. Et ça active le circuit de la récompense. Et donc la dopamine. Et donc la motivation. Et le E pour engagement, au sens de redonner le droit à l'erreur et rendre l'engagement actif, de faire participer les élèves, de rendre acteurs les élèves ou les enfants dans leurs apprentissages. Et donc, on voit bien que l'enjeu de la motivation, il est important en lien avec les apprentissages, puisque la motivation, c'est très lié à la lettre E, et que sans motivation, c'est compliqué d'être engagé. Et donc, si je suis pas engagée, ça met à mal les réussites dans l'apprentissage. Alors, première peut-être éclairage ou peut-être piste de réflexion, c'est déjà te dire, en tant que parent, de comprendre le manque de motivation à l'heure des devoirs, si c'est le cas, évidemment. On peut se poser la question de, est-ce que c'est un travail qui est bâclé? Est-ce que c'est plutôt le fait que le travail est fait de façon lente et laborieuse? Il y a plein de fautes de frappe là. Excusez-moi pour ça. Est-ce qu'il y a plutôt des comportements d'opposition? Est-ce que c'est des difficultés à s'organiser? Ça, je pense que ça devrait parler beaucoup à Johanna et Coralie, hein. Mhm. Est-ce qu'il y a un sentiment d'incompétence? Est-ce que c'est un enfant qui a besoin de bouger pour apprendre? Au contraire, est-ce qu'il est plutôt dans la lune? Est-ce qu'il y a de la colère ou de l'incompréhension quand l'enfant, l'élève n'y arrive pas? Est-ce qu'il y a une tendance à pleurnicher? Est-ce qu'il y a un refus d'être aidé, d'être dans la lutte de pouvoir, hein? Donc ça, c'est des questions qui peuvent être intéressantes de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe au moment des devoirs? Qu'est-ce que j'observe? D'être vraiment dans l'observation et à partir de là, me dire, bon, c'est quoi le besoin?
Si j'observe qu'il y a des difficultés à s'organiser, c'est peut-être qu'il y a besoin de l'aider à s'organiser. Que la compétence, l'habileté à développer, c'est plutôt l'organisation. Si je vois qu'il y a beaucoup de colère ou de découragement, peut-être que ce qui va être important à travailler, en tout cas en priorité, c'est de développer les compétences émotionnelles, d'apprendre à vivre les émotions désagréables, à apprendre à voir un petit peu quelles sont les activités de retour au calme que je peux faire pour mieux revenir au travail, etc., etc. Et donc vraiment d'être focus sur toujours le réflexe, c'est quoi les compétences que mon enfant il a besoin de développer aujourd'hui, hein, pour être dans de meilleures conditions, si on parle en tout cas de la question du suivi des devoirs à la maison. Et puis on peut faire le lien du coup avec nos trois besoins psychologiques fondamentaux. Est-ce que c'est plutôt lié à la question du besoin d'autonomie? Est-ce que c'est plutôt lié au besoin de compétences? Ou est-ce que c'est plutôt lié au besoin de proximité sociale? Hein. Et ça peut déjà nous donner des pistes pour avancer. C'est important aussi dans l'observation, donc en tant que parent, s'il y a des difficultés par rapport à ça, ça peut être intéressant d'observer pendant plusieurs jours, une semaine, voire 2 semaines, hein, les comportements, les attitudes, pour aller repérer des choses qui reviennent de manière assez fréquente et récurrente. Et puis c'est important aussi d'observer là-dedans, et là on a un peu plus parfois de difficultés à le faire, les moments où ça fonctionne ne serait-ce qu'un peu mieux, où il y a un petit peu plus d'attention, où il y a un peu moins de colère, hein, et d'essayer d'aller repérer, du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé avant? C'était quoi le fil de la journée de l'élève? De l'enfant? Qu'est-ce qu'il a vécu à l'école, ou au collège, ou au lycée? Avec qui il était juste avant ou au cours de sa journée? Est-ce qu'il y a des personnes? Est-ce que je me rends compte que, ben, tiens, à chaque fois qu'il rentre des activités périscolaires, c'est vraiment le moment où c'est compliqué. Les autres jours, quand il n'y a pas d'activité périscolaire, eh ben, ça se passe pas de la même manière. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se joue par rapport à ça. Dans quel état d'esprit? Est-ce qu'il y a des jours où son état d'esprit, il est différent que d'autres jours? Est-ce que la charge émotive, pareil, on observe des différences? Est-ce que dans les capacités attentionnelles, la même chose? Est-ce que quand on les fait à 5 heures, c'est un peu mieux que quand on les fait à 19 heures le soir? Et toujours essayer de voir là où c'est un petit peu mieux, là où l'enfant il a été en réussite, parce que c'est là finalement où il y avait un petit peu plus de motivation. Et ce qui me permet de comprendre aussi les leviers sur lesquels je peux peut-être un petit peu, que je peux renforcer. Ben justement, là l'idée c'est de donner quelques outils qui peuvent peut-être un peu faciliter la vie. Il n'y a pas de baguette magique, on est bien d'accord. Et qu'il y a des contextes qui sont plus compliqués que d'autres, hein. Et là, je renvoie à la conférence qu'on avait la semaine dernière sur qu'est-ce qui est dans mon pouvoir d'agir par rapport à mon contexte, ma situation familiale, sociale, financière, économique. C'est sûr que si je suis un parent qui travaille jusqu'à 8 heures le soir ou qui suis en horaire décalé, bien sûr que ça amène d'autres défis, hein. Euh, c'est vrai que je les et merci. Dans tout ce que je propose, il y a des choses qui font écho, des choses qui font pas écho, c'est normal. Il y a des choses dont vous allez vouloir vous saisir et puis d'autres pas, et c'est normal aussi. L'idée, c'est qu'est-ce qui peut vous être utile par rapport à ce que vous vivez, vos priorités et puis surtout votre situation personnelle, quoi. Donc, si on se focalise sur le besoin d'autonomie, bah déjà, la première des choses, c'est est-ce qu'on a des attentes réalistes? Ça, on en parlait aussi lors de la conférence la semaine dernière, de se poser de la question, c'est quoi nos attentes? C'est quoi nos exigences? Et est-ce qu'elles sont réalistes en fonction de l'âge de l'enfant et des besoins de l'enfant? Moi, j'avais trouvé ça sur la toile et je trouvais ça intéressant de voir un petit peu quel temps moyen à consacrer au devoir ou la fréquence et se dire, bon, il n'y a pas de dogme là-dedans non plus, mais je trouvais que c'était intéressant de dire, ben, par rapport à mes attentes de parents, je me situe où, ben, par rapport à ça? Est-ce que je suis vraiment au-dessus ou est-ce que je suis vraiment en dessous? Dans quel cas, peut-être que j'ai de bonnes raisons de l'être, mais du coup d'être au clair avec ces raisons-là. Et est-ce que du coup, il n'y a pas quelque chose à modifier là par rapport à mes attentes? Des questions aidantes aussi qu'on peut se poser. Quel est le lieu qui serait le plus favorable?
Est-ce que c'est le bureau de mon enfant? Est-ce que c'est son lit? Est-ce que c'est la table de la cuisine? Est-ce que c'est la table du salon? Est-ce que c'est par terre, sur un coussin? Est-ce que c'est dans le jardin, en sautillant sur le trampoline, etc. Hein. Et puis le moment. Euh, et ça, vous allez pouvoir le ressentir, l'affiner, que si vous observez par rapport à ce qu'on a dit juste avant. Hein. Donc, est-ce qu'il y a un lieu, un moment qui est un peu plus favorable ou pas, hein? Et puis, je crois que je l'avais dit aussi en conférence la semaine dernière, souvenez-vous, dans les phases d'apprentissage, c'est important que ça goûte bon. Donc, est-ce que le moment des devoirs, c'est un moment agréable ou pas pour l'enfant et pour le parent? Moi, je peux dire que j'ai tout faux là-dessus, pour le coup, avec mon loulou. C'est un moment plutôt conflictuel, de tension, et pas agréable du tout, quoi. Donc, je comprends qu'il n'ait pas envie d'y retourner. Hein. Donc, est-ce que on peut essayer de mettre un peu plus de légèreté, de fun éventuellement, ou en tout cas d'apprendre les choses peut-être de manière un peu plus agréable ou amusante. Hein. Donc c'est vrai que par exemple, notamment, je pense, j'ai mis l'exemple des tables de multiplication, hein, mais on peut par exemple les apprendre, pourquoi pas avec un dé, parce que voilà, d'essayer de rendre ça agréable. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, il existe aussi beaucoup de plateformes éducatives avec des logiciels où on peut apprendre en s'amusant, avec des quiz, des vidéos à regarder. Et c'est vrai que ça, pour les parents d'aujourd'hui, c'est quand même plutôt chouette, quoi. Ça nous aide. Donc ça, alors évidemment, ça veut dire qu'on les met devant les écrans. Mais bon, si c'est pour permettre d'avoir un meilleur engagement, une motivation et d'être plus en réussite, bon. Après, ça appartient à chaque parent en fonction de ses valeurs. Mais... et puis l'importance de la routine. J'y reviens, on en a parlé déjà la semaine dernière, mais quelle routine mettre en place? Et on peut, quand c'est compliqué, le moment des devoirs, ben ça peut aider de mettre une routine en place. Et pour permettre aussi à l'enfant d'être de plus en plus autonome, même si le parent, du coup, n'est pas là ou qui rentre tard à la maison. Donc là, j'ai glané quelques sources sur la toile. Il y a un site qui s'appelle, alors c'est encore les Québécois, qui s'appelle Allo Prof Parents. Si vous allez sur ce site, vous verrez, c'est une mine d'or. Il y a plein de ressources très chouettes. Donc là, j'aimais bien cette petite infographie, 5 trucs pour une période de devoir agréable. Être disponible sans être envahissant, établir une routine, offrir des choix, tac, on revient aux besoins de l'autonomie, aider à développer l'autonomie, vérifier le travail. Donc là, l'idée, c'est s'interroger aussi sur notre posture de parent. Est-ce que je suis dans une posture où je joue finalement et je veux remplacer le rôle de l'enseignant? Ou est-ce que je laisse faire mon enfant, que je suis là en soutien, en accompagnement s'il a des questions, mais que j'essaye pas de faire le travail à sa place ou j'essaye pas forcément qu'il est tout juste, tout bon. Ça aussi, dans cette posture, ça peut amener. Est-ce que quelque part, je lui laisse une marge d'autonomie ou pas? Est-ce que je lui laisse la possibilité de vérifier ses propres acquis, ses propres erreurs, parce que ça peut permettre justement là de valoriser les progrès, les réussites, hein, et d'alimenter le besoin là de compétences. J'avais aussi glané toujours sur ce site-là, AlloProf, peut-être pour les plus grands, pareil pour favoriser l'autonomie, je planifie mes devoirs de la semaine. Donc, à quel moment je fais les devoirs? Et puis voilà, si on veut aller un petit peu plus loin, de distinguer. Je trouvais ça intéressant de distinguer les devoirs des leçons, de la lecture, des révisions, de quel matériel on a besoin, et puis à quel moment le parent il vérifie. Ce qui montre que là, l'élève ou l'enfant, il est complètement autonome et qu'à un moment donné, il va quand même solliciter le parent, mais juste pour une vérification. Je trouvais ça intéressant comme façon d'aborder les choses. Et puis, vous trouverez aussi sur ce site, pour faire la fameuse routine dont je parlais la dernière fois, vous avez des petits pictos. Et puis là, l'idée, c'est comment tu organises ta routine? Qu'est-ce que tu fais en premier? Qu'est-ce que tu fais en deuxième? Et là, on lui laisse le choix.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié? Ah ben tiens, par exemple, moi, je suis fatiguée quand je rentre de l'école, j'ai besoin de prendre un petit temps pour moi, donc j'ai envie d'ajouter une activité qui m'apaise, ou une activité où je me défoule, voilà, qui peut faire partie de la routine avant de se mettre au travail, par exemple. Et là, c'est version pour les ados. Ouais, je trouve ça sympa qu'ils proposent différentes versions. Voilà, c'est une autre façon de présenter les choses, la to-do list, ce que je dois pas oublier, comment je m'organise pour m'aider. Voilà, je trouve que c'était inspirant. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises choses à prendre. Là, c'est juste des idées pour éventuellement voir s'il y a des choses qui vous font écho et vous dire, tiens, peut-être que ça pourrait être utile ou améliorer cette situation, si besoin est, avec mes enfants sur la question des devoirs. Ça va là-dessus. Donc là, on était plus sur l'aspect de l'autonomie. Sur le besoin de compétences, eh ben, à nouveau, hein, but de maîtrise, l'importance des petits pas. J'adore je le montre, je l'ai pas montré d'ailleurs, je crois, la dernière fois, mais je le montre très très souvent, ce dessin, parce que je le trouve tellement éclairant. Hein, dans cette idée que si la marche elle est trop haute, bah, je me décourage et je peux pas avancer. Donc, dans l'importance vraiment de découper un objectif en petits pas, en petites étapes, parce que chaque petit pas que je fais, et donc chaque petit progrès que je fais, va me donner la motivation pour faire le pas d'après. Et de célébrer chaque petit pas, comme une réussite. Hyper important, hyper important. Donc encourager, encourager, encourager et encourager encore et toujours. Comment on peut encourager? Pareil, une petite ressource d'Alloprof que j'ai trouvé chouette. On peut glisser des petits mots dans la boîte à lunch ou dans le cahier de texte ou dans un cahier de cours, dans un manuel. Et puis quand votre enfant il ouvre ça quand il est à l'école, il voit votre petit mot. Alors ça, c'est des vrais boosts. Très chouette. Donc là, c'est des exemples, mais vous pouvez créer les vôtres, hein, évidemment. Et écrire de votre main. Et donc, il peut découvrir ces petites surprises. Vous pouvez ça cacher dans le cartable, caché dans son sac de sport, caché dans une basket avant son entraînement de sport. Voilà des petites idées. J'ai, Ah, non, mais justement, il va pas forcément le sortir devant les copains. parce Si, que, ça peut être très discret. Non, ouais, non, à expérimenter. Oui, non, mais si c'est pas dans un cahier, ça peut être aussi dans un endroit de sa chambre, hein, sur son bureau, dans sa trousse qui reste à la maison, tu vois. Et voilà. Et puis à adapter, d'accord? Comment vous sentez les choses. Voilà, c'est des suggestions. Après, à prendre ou à laisser. En tout cas, euh, ça a quand même des bénéfices, euh, même avec les plus grands. Tout dépend comment c'est fait. Alors ça, je trouve ça super, notamment pour les élèves qui ont vraiment des difficultés ou qui s'énervent vite, ou qui se dévalorisent beaucoup en faisant leurs devoirs, en disant je suis nul, je suis pas capable, c'est trop dur, c'est trop compliqué, c'est ennuyeux, c'est trop long, j'abandonne. Qui cultive du coup un mindset, un état d'esprit qui est plutôt de l'ordre du découragement et de la motivation. Et ça, je trouve super cet outil où ben, qu'est-ce que je peux me raconter d'autre dans ma tête? Quel discours je peux me dire? Quelle route je peux prendre qui soit meilleure pour revenir dans les apprentissages et me sentir un peu plus en réussite et surtout favoriser mon sentiment de compétence. Donc ça, c'est sur un site qui s'appelle, c'est le site de, oh, comment il s'appelle? C'est Annick Vincent, donc c'est dans les ressources notamment pour les élèves qui vivent avec un TDAH. Euh, et Philippe, non, ça y est, j'ai oublié. En tout cas, si vous tapez truc à tout, vous tomberez dessus. Fondation Philippe Laprise. Voilà, je cherchais, c'est en bas. Je me souvenais plus du nom exact. Fondation Philippe Laprise. Tous ces outils sont en accès libre et gratuit, c'est extraordinaire. C'est une ressource vraiment, vraiment précieuse. Autre idée, ça peut être de donner des défis personnels en lien avec l'école.
avant qu'ils partent le matin à vos loulous. Allez, je te donne le défi de revenir ce soir avec un nouveau mot que tu as appris dans la journée. Ou je te mets au défi de me parler d'un livre ou d'une BD ou d'un roman ou d'un magazine que tu as été voir au CDI et que tu as particulièrement apprécié. Je te mets au défi de dire quelque chose de gentil à un camarade ou à un de tes enseignants et de me raconter comment comment il a réagi. Ça peut permettre d'amener un peu plus de liens ou d'échanges le soir sur la question de l'école, de ce qui se vit à l'école, qui change peut-être de comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que tu me racontes? Rien, c'était bien, ouais, bof, ça va. Du coup, ça permet peut-être de pouvoir instaurer un dialogue un peu plus, un peu différent, voilà, qui peut amener d'autres échanges. Et puis, pourquoi pas, si les défis sont relevés, ben oui, on peut, pourquoi pas amener une petite récompense. Donc, pour les petits, ça peut être, allez, on traîne tout le dimanche en pyjama. Ou même pour les ados, hein, je pense qu'ils adoreraient ça, de traîner un dimanche entier en pyjama. De s'organiser un dîner un peu spécial. Bref, à voir. Pourquoi pas, eh ben, on se déguise tous. Je sais pas, si tu nous ramènes le livre, je pense aux petits, je sais pas, tu nous ramènes le livre de Lingingue, et ben, on se déguise tous en balou le samedi soir. Voilà, pour ramener un petit peu de légèreté aussi et de vivre des moments de fun et où on lâche un peu notre chapeau éducatif pour vivre aussi des moments de partage avec les enfants. C'est important. Euh, voilà, on peut faire un cahier de réussite aussi, hein. Là, je vous ai mis un petit document pareil, toujours issu de la fondation Philippe Laprise. Je trouvais ça sympa, mes réussites, mes forces, mes défis. Voilà, ça peut être chaque jour, il le remplit, ou chaque semaine. Ça peut être sous forme de cahier. Hein. Mais en tout cas, ça permet de valoriser les réussites, les efforts, les défis qui ont été relevés. Voilà, on pourrait rajouter mes progrès, mes efforts aussi, qui peuvent être ajoutés là-dessus, par exemple. Et puis, on parlait de confiance en soi, on est sur le besoin de compétences. Donc, le besoin de compétences, c'est se sentir en capacité de se sentir capable et ce qui est évidemment très, très lié à la question de la confiance en soi. Hein. Et justement, tu parlais, tu dis, je vais présenter un outil, tu verras, ça fera le lien avec ce que tu dis. Il y a un chercheur qui s'appelle Albert Bandura, sur lequel ce vélo de la confiance en soi a été construit par Scolavi, qui met en avant réussites, quatre leviers qui favorisent et qui participent à la confiance en soi. Donc, le premier, c'est mes réussites. Et en fait, pour Albert Bandura, ça participe à plus de 60% par rapport à la confiance en soi que je m'accorde. Donc, plus je valorise les réussites, eh bien, plus je booste ma confiance en soi. Tu parlais tout à l'heure, mais à chaque fois que j'ai des expériences, que je réussis, et ben du coup, ça me donne envie de continuer, ça me booste pour la suite et j'ai envie de recommencer, etc. Ben, c'est exactement ça. On part sans surprise parce que les réussites font partie des forts leviers pour aller travailler et activer la confiance en soi. La deuxième vitesse, c'est les alliés. Donc, c'est le soutien par les pairs, PAIRS. Ça peut être aussi des modèles inspirants. Donc, ça peut être des héros de la littérature, de bande dessinée, ça peut être des personnages de séries, de films, ça peut être des personnages célèbres, des stars, des personnages politiques, des chanteurs, que sais-je encore. Parce que les qualités qu'on reconnaît ou qu'on apprécie chez ces personnes-là, c'est souvent des choses qui résonnent pour nous et qu'on a finalement quelque part à l'intérieur de nous. Et donc, voilà, le fait que ce soit des sources d'inspiration peut aussi nous amener à booster notre confiance en soi, si tant est qu'on soit pas dans la comparaison négative, hein, vraiment comme source d'inspiration. Vitesse numéro 3, les encouragements, encore une fois, qui reviennent. Vitesse numéro 4, les émotions. Donc, développer les compétences émotionnelles va favoriser aussi la confiance en soi.
Parce que si je me sens en capacité de mieux gérer ma colère, de mieux gérer mon stress pour les plus grands, eh bien, je vais être plus en confiance pour, par exemple, passer un examen. Les forces, donc c'est très lié à mes qualités, donc à la conscience de soi, connaissance de soi. Quelles sont mes forces, mes qualités? Ça participe aussi à la confiance en soi. C'est ce qui a été ajouté par Scolavi. C'est pas forcément par Albert Bandura, mais c'est d'autres chercheurs qui ont fait le lien entre la question des forces et tout ce que ça peut apporter par ailleurs et en lien avec la confiance en soi, qui a été rajouté là. Voilà. Et mes techniques, c'est ben, qu'est-ce que je fais, moi, pour favoriser ma confiance? J'ai peut-être mes trucs à moi et qu'on peut aussi ajouter ici. Donc, dans l'accompagnement de nos enfants, eh ben, ça peut être intéressant de lui dire, bah, tiens, allez, on va faire ton vélo de la confiance en soi. C'est quoi tes réussites? Quelles sont les personnes qui t'aident, qui te soutiennent? Euh, euh, Quels sont les encouragements bah, qui t'encouragent le plus, qui te font du bien, qui te boostent? T'en es où de tes émotions? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut améliorer là-dessus ou pas, etc. Une petite discussion sur bah, c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes forces. Il y a le jeu du totem qui est assez connu hein, par rapport à ça. Et puis Scolavi a aussi développé pas mal d'outils autour de la question des forces. Si vous voulez aller voir sur le site, vous aurez tout ça. Autre outil encore de Scolavi sur les défis de la confiance en soi. Voilà, c'est des petits défis, pareil que vous pouvez télécharger sur le site. Voilà, on peut jouer en famille. De temps en temps, on pioche un petit défi, ça peut être sympa pour rebooster la confiance. Donc, par exemple, eh bien, raconte une expérience dont tu es fier. Finis la phrase pour progresser, j'ai besoin de. Demande à une personne de raconter une de tes réussites. Ça, c'est très fort aussi, très chouette, très puissant. Ouais. Et puis, petit clin d'œil aussi à ce qu'on avait fait la dernière fois. Je vous avais parlé du super compliment. Donc là aussi, bien sûr, d'utiliser le super compliment est aussi une source pour activer et booster aussi la confiance en soi. Et puis, juste pour finir sur bah, le besoin de proximité sociale, un dernier besoin, quelques outils aussi qui peuvent en tout cas permettre de nourrir ce besoin de proximité sociale. Euh, Source de SOS Nancy, nos amis québécois. Elle propose la méthode coach. Je trouve ça chouette comme outil. Et là, on est plutôt sur la proximité sociale du lien du parent avec son enfant, vraiment dans cette attitude d'écoute active, de compréhension, d'être vraiment dans le dialogue, plutôt que dans le reproche, l'énervement, la critique. Donc, c'est vraiment de pouvoir accueillir la situation, de pouvoir accueillir les émotions aussi vécues évidemment par notre enfant. Et donc, elle propose voilà, un petit process que je trouve assez intéressant pour nous aider justement à être dans cette proximité qui est dans une écoute active, qui est dans la bienveillance, qui est dans l'empathie qui amène des questions de curiosité et qui derrière amène plutôt un échange pour voir comment trouver des solutions ensemble. Voilà. Pas toujours simple hein, pour nous les parents. Voilà, on est coordonnés les mal chaussés. Même si on est capable de l'être avec plein d'autres enfants, les nôtres, avec le lien d'attachement, le lien émotionnel qui nous lie avec nos enfants, c'est pas toujours simple. Donc, je trouve que des outils comme ça nous aide un peu à nous structurer ou peut-être à, voilà, un moyen mémotechnique, parfois d'ancrer les choses et de pouvoir mieux se l'approprier ou mieux l'utiliser au moment où on en a besoin. Donc, si vous tapez méthode coach SOS Nancy, vous le retrouverez aussi facilement. Un autre outil encore, Scolavi, sur le soutien social. C'est pour aller un petit peu plus loin par rapport au vélo de la confiance en soi tout à l'heure. Pourquoi pas aussi demander à l'enfant de dessiner son cercle de relations. Donc, il écrit son prénom au milieu et puis après, il va écrire le nom des personnes de sa famille. L'idée étant qu'il puisse positionner sur ce cercle de relations, eh bien, le nom des personnes qui sont vraiment soutenantes, encourageantes.
En jaune, c'est la famille. Après, c'est le cercle plutôt amical, donc les amis. Ensuite, ça va être plutôt le cercle, tout ce qui est école, club sportif, ça peut être coach, équipe encadrante, vie scolaire. Ça peut être, pourquoi pas, au collège, le ou la CPE, pourquoi pas l'infirmière scolaire, etc. Et puis après, on est dans un cercle plus large, dans les connaissances. Ça peut être des voisins, voisines. Ça peut être, moi j'aime bien donner l'exemple de la boulangère ou du boucher, parce que parfois, voilà, on papote. C'est souvent des gens comme ça qui amènent un compliment, un encouragement à nos enfants quand on va dans la boulangerie du coin, hein, c'est vrai, parfois. Ça peut être les médecins de famille, ça peut être, voilà, bref, des professionnels de santé, ça peut être personnel de mairie, assistante sociale, je sais pas. Mais donc l'idée, en tout cas, c'est de lui demander de mettre tous les noms des personnes qui l'entourent et qui sont soutenantes, encourageantes. Pour les plus petits, ça peut être juste de demander de faire une fleur, d'écrire son prénom au milieu et dire, bah, écris dans chaque pétale le nom d'une personne qui t'aide au quotidien. Donc ça peut être des noms de copains, ça peut être papa, maman, ça peut être tonton, tata, le grand-père, la grand-mère, que sais-je encore. Et du coup, ben, ça peut être intéressant de l'afficher dans la chambre de l'enfant. Et puis quand il y a un petit souci, ben, à qui tu pourrais demander de l'aide parmi toutes ces personnes? Parce que ça amène justement cette capacité à savoir demander de l'aide et que c'est pas forcément papa ou maman qui ont qui sont la bonne personne pour ton aide, en tout cas par rapport à ton besoin du moment. Donc d'aller explorer aussi d'autres sources de soutien. Voilà. Et puis j'aime bien aussi cet outil là sur les mains de la résilience qui reprend aussi pas mal d'éléments. À droite, c'est plutôt donc ce qui concerne l'individu au niveau individuel et à gauche, c'est plutôt ce qui va concerner euh, les ressources externes qu'on va aller chercher. Donc là, dans la main droite, on retrouve ce qu'on a vu hein, jusqu'à maintenant, nos réussites, nos forces, nos compétences, notre soutien social, notre entourage, et puis aussi les techniques de régulation. Hein, qu'est-ce qui m'aide à mieux me réguler, à mieux vivre les choses, les situations. Voilà, toujours disponible sur scolavie.fr. Et puis un petit dernier, puisqu'on parle de motivation ce soir, mais c'est bien d'être motivé, mais encore faut-il persévérer. C'est deux choses différentes. Je peux être motivée, mais à un moment donné, me décourager et puis abandonner. Donc, qu'est-ce qui fait que je maintiens ma motivation? Hein, la persévérance étant le fait de maintenir sa motivation. Et donc là, Scolavi a créé la cocotte de la persévérance. Et dans cette cocotte, l'idée c'est de la fabriquer. Donc pour les personnes qui sont manuelles, amusez-vous à faire une cocotte. Et là, par contre, c'est pas sorti du chapeau, hein, les éléments qu'il y a sur cette cocotte. C'est des éléments qui sont issus de la recherche et qui permettent vraiment de pouvoir maintenir le niveau de motivation et d'acquérir cette persévérance. Donc, on va retrouver pas mal de choses qu'on s'est dit ce soir. Identifier ses alliés, s'appuyer sur ses compétences, mesurer ses progrès, s'appuyer sur ses forces, célébrer chaque petit pas franchi, rappeler pourquoi on veut atteindre cet objectif et utiliser ses compétences émotionnelles. Donc, si on est un petit peu en baisse de régime ou un peu démotivé, eh ben, parmi tous ces éléments, qu'est-ce qui peut m'aider à me remobiliser et continuer à avancer vers mon objectif malgré d'éventuels défis ou difficultés que je peux rencontrer sur mon chemin par rapport à l'objectif que je me donne. Et vous rappelez, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais tellement important. Hein, on n'a pas besoin d'être des parents parfaits. Donc tout ce que je vous ai montré ce soir, ben, il y a des choses à prendre, puis des choses à laisser. C'est surtout des choses à prioriser en fonction de vos besoins, de votre situation, de qu'est-ce qui peut vraiment vous être utile. Mais toujours cette invitation à non pas être parfait, mais suffisamment bon. Et vous rappeler que vos gaffes de parents, vos erreurs de parents sont aussi source d'apprentissage pour vos loulous. Et avant de se quitter, ben, j'aimerais bien que chacune puisse partager ce que vous allez faire de différent pour favoriser la motivation de vos enfants. Est-ce que parmi tout ce qu'on a vu, il y a une chose qui vous a particulièrement fait écho, marqué, et vous dites, ouais, tiens, ça, j'ai envie
de, de l'utiliser, de pouvoir en tout cas le considérer euh, pour peut-être faire un peu différemment, sans forcément être dans la révolution. Voilà. Et puis sinon, je vous ai remis donc pour des ados motivés, le premier ouvrage là, avec notre cher chercheur français spécialisé sur la motivation, motivation et réussite scolaire, où il y a plein de références scientifiques. J'aime beaucoup et je l'ai mis parce que ben voilà, vous êtes sur un territoire sportif. Maître de tes émotions, c'est une fondation suisse qui a écrit cet ouvrage. Il existe en version juste pour le foot et il y a eu tellement de succès qu'ils ont développé la version multisport et il existe dans plein de langues. Et c'est très pratico-pratique. Ça fait le lien avec évidemment plein de sportifs connus. Voilà. Moi, pour moi, c'est un bouquin à mettre dans les mains de tous les éducateurs sportifs. Vraiment, c'est une perle. Et puis les ouvrages de ma collègue Laure Reynaud de Scolavi, qui a écrit donc des ouvrages dédiés aux compétences psychosociales pour les maternelles et aussi cycle 2 et 3. Et puis, parce que j'ai trouvé ça rigolo, le manuel de la pensée géniale, c'est un bouquin qui reprend des idées un peu créatives qui ont été utilisées par des génies connus et pour un petit peu sortir des sentiers battus et avoir peut-être d'autres façons d'apprendre ou d'appréhender les choses. Ou, voilà. Donc, je trouve que c'est une belle source d'inspiration. Voilà. Et puis, Allo Prof Parents, voilà, qui est une belle source, évidemment. Et puis, Scolavi, j'ai pas remis, mais voilà. Donc, notre prochain rendez-vous, pour celles et ceux qui veulent, c'est le 19 octobre. Cette fois, on parlera de la résilience. Comment rebondir après un échec, toujours même heure, même endroit. À bientôt, Emmanuel. Merci beaucoup pour tout. Merci encore pour ce travail très riche, très structuré, sur lequel il y a de quoi réfléchir.